Bonjour et merci infiniment de nous retrouver encore en ce jour. Rencontre et un nouveau numéro. Nous allons parler aujourd'hui de l'hommage rendu à Maître Apollinaire Yaovi Agboibo, ancien bâtonnier, ancien Premier ministre, décédé depuis mai 2020 à Paris et conduit en sa dernière demeure, comme on le dit la semaine dernière, dans son fief de Couvé. Le Bélier noir de Couvé, comme on se plaît à l'appeler, était un grand homme. Est-ce qu'il l'est? Est-ce qu'il ne l'est pas? L'hommage lui a quand même été rendu par le barreau, par sa famille biologique, par sa famille politique. Tous les ténors étaient à Couvé la semaine dernière pour cet hommage mérité à cette liste disparue. Et nous revenons encore sur le sujet avec un vibrant témoignage de l'un de ses collègues, de son confrère, Maître Sylvain Kofi Atobensan, avocat au barreau. Maître, vous avez accepté de venir encore de rendre un dernier hommage à votre confrère, à votre illustre confrère, Maître Yaovi Agboibo. C'est tout à fait normal. Merci de m'avoir invité. J'ai informé le bâtonnier et le conseil de l'ordre de ma présence sur ce plateau et je crois que c'est tout à fait normal et mérité pour le grand homme qu'il fut, le brillant avocat qu'il fut. Si je suis aujourd'hui devenu avocat avec tout ce qui m'accompagne, je crois que je le dois un peu avec l'inspiration. En voyant Agboibo plaider quand j'étais sur le campus, c'était un monument. Et donc, on ne finira jamais de lui rendre hommage pour tout ce qu'il a fait pour le barreau et pour notre pays. Tout à fait. Alors, en guise d'introduction, quelle image vous gardez de lui? Quel souvenir? Avez-vous une petite anecdote, quelque chose qui vous accroche à cet homme? Vous l'avez dit, il vous a inspiré bien sûr, mais au-delà, quand vous êtes devenus tous confrères, qu'est-ce qui vous a marqué sur lui? Confrère d'abord, non. Moi, je l'ai connu sur le campus, puisque quand nous avons réveillé l'AEJUB, l'association des étudiants juristes de l'Université du Bénin, il fut l'un des invités à animer nos conférences. Donc lui, il exerçait déjà, hein? Il exerçait, Agboibo a 50 ans d'exercice, moi je suis dans ma 29e année. Et donc je crois que Agboibo a été celui qui est venu un peu bousculer les choses sur le campus, puisque nous l'avons invité à cette conférence qui était intitulée « Droits de l'homme et démocratie en Afrique », où il est venu... C'était déjà dans quelles années? C'était dans les années 90. Ah oui. Donc il est venu animer une conférence qui a donné lieu à un certain nombre de bouleversements, de difficultés pour et les organisateurs et pour les participants. Et je le vois encore en train de développer le thème qu'on lui a proposé sans aucune note, sans papier comme on le dit. Et c'était d'une grande brillance. Et là, nous, tous les jeunes juristes, avocats qui vont sur cette promotion-là, nous sommes quand même une demi-dizaine à devenir avocat ou magistrat. Par la suite. Par la suite, mais je crois que c'était un moment assez important pour nous, parce que nous étions sur le campus et nous avons organisé cette conférence-là. Et c'était au début de la conscientisation des jeunes, des populations sur la nécessité d'une ouverture démocratique dans nos pays. C'était très important. Il était le principal orateur. C'était le principal orateur. Il a harangué la foule, comme à son habitude. Comme à son habitude, d'une grande éloquence, d'une facilité d'expression, et sans nul autre pareil. Parce que on ne peut vraiment pas imiter Agboibo, d'abord dans l'intonation, et dans la voix, mais c'est ça? Dans la facilité de dire les choses, dans sa perspicacité et surtout dans sa facilité à retourner les situations, à poser les problèmes même s'il n'y s'y est pas préparé. Et je crois que nous avons beaucoup appris de ce grand homme, moi principalement,
je crois que il a été un grand inspirateur pour mon engagement sur les questions des droits de l'homme et au barreau. C'est ça. Maître Agbouiba était un grand homme, vous le dites, mais qui a plusieurs casquettes. Hein? Oui. Défenseur des droits humains, avocat de formation et de profession. Oui. Il fut bâtonnier de l'ordre des avocats. Il est entré dans l'arène politique, leader de partis politiques. Il est passé par la primature. Alors, laquelle de ces casquettes lui va mieux, vous lui collez je préfère le militant des droits de l'homme et l'avocat. C'est ça. Je crois que son entrée en politique a dû un peu changer l'image qu'on avait de lui. En tant que défenseur des droits humains. En tant que défenseur des droits de l'homme, parce que lorsqu'on rentre dans la vie politique, on est dans la recherche à conquérir le pouvoir. Et parfois, on est enclin à un certain nombre de contorsions, un certain nombre d'attitudes qui changent la personne. Parce que le regard qu'on a vis-à-vis du politique n'est pas le même regard qu'on a vis-à-vis du militant des droits de l'homme, vis-à-vis de l'engagé social, de l'engagement citoyen. Oui. Et cela a beaucoup joué sur la suite de l'image que nous avons eu de lui, parce que les conférences qu'il animait avec Jovi Gali, avec Kofigo, avec Afan Ouenoumadi, avec Pedro Ama, Togwata et tout ça, c'était le professeur Adama Ekoué, de regretter mémoire, c'était des conférences où on se délectait. Magua Kokouvi, je vais l'oublier puisqu'on est resté très proche, lui et moi. C'était des moments fabuleux, de fécondité intellectuelle d'une grande hauteur. Mais tout ce monde-là est rentré après en politique, et je crois que ça a édulcoré leur engagement citoyen. C'est vrai que lorsqu'on est militant des droits de l'homme, on est arrivé à un certain niveau, on veut arriver au pouvoir pour faire changer les choses dans la lecture, dans la concession qu'on a de ces choses. Ils doivent être quand même des leaders idéaux, parce qu'en réalité, passer de la défense des droits de l'homme pour aller en politique, je crois que ça doit aller normalement. Ça doit normalement aller de pair, mais pas dans nos pays. Ok. Pas dans nos pays. Quelle est la spécificité de nos pays? Dans nos pays, quand on rentre dans l'arène politique, soit dans l'opposition, soit dans le parti au pouvoir, on est obligé d'avaler un certain nombre de choses. On prend la réalité du pouvoir, ce que l'on n'a pas lorsqu'on est hors du pouvoir. On prend la réalité plus de liberté du pouvoir, en dehors du pouvoir. On perd sa liberté sur un certain nombre de choses, sa liberté de parole, sa liberté d'action. On calcule, et surtout lorsqu'on rentre dans le gouvernement, il y a ce que nous appelons la solidarité gouvernementale, un certain nombre d'aspects qui nous imposent une lecture parfois biaisée, parfois compromettante, ou parfois même édulcorée de son engagement citoyen. Et je crois que le militant des droits de l'homme, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, le fondateur de la Ligue togolaise des droits de l'homme, qu'il était, s'est pratiquement effacé derrière l'homme politique qui a eu ses mérites, parce que Agbouiba a quand même obtenu un certain nombre de choses. Donc, quand il était député et tout ça. Mais ça a un peu caché. Donc vous aurez souhaité qu'il garde cette image de... Pas du tout, mais j'aurais souhaité que le citoyen, le militant des droits de l'homme, gardant les principes qui ont fait de lui ce militant des droits de l'homme apprécié de tous. Personnellement, j'ai une méfiance vis-à-vis de la chose politique. Personnellement, peut-être qu'on n'a pas la même crainte, on n'a pas la même appréhension, la même hantise en faisant de la politique, en partant de la politique et tout ça. Et puis comme moi je considère que l'avocat doit être neutre, doit être neutre dans certaines circonstances, tout en défendant certaines valeurs, tout en défendant. Malheureusement, dans nos pays, lorsque tu es militant des droits de l'homme, avocat militant des droits de l'homme, on te classe dans la catégorie des opposants. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'était assez dangereux, pas dangereux, mais c'était assez risqué de sa part
de virer aussi rapidement, enfin aussi facilement du militant des droits de l'homme respecté, cet citoyen engagé, au leader du parti politique qui a été obligé, vous avez dit qu'on reviendra là-dessus, qui a été obligé d'un certain nombre de contorsions. Tout à fait. Alors, mais c'était tout de même avec lui que le feu général Yadma, on se rappelle, a accepté l'idée de la création de la CNDH, j'en ai fait allusion tout à l'heure, la Commission nationale des droits de l'homme, ce qui fut une première en 16 années et en Afrique et qui a marqué d'ailleurs le déclic de ce mouvement de procédé de démocratisation. Alors dites-nous, dans quelles circonstances la CNDH a été créée et qu'est-ce que ça a apporté dans l'amélioration des conditions des droits de l'homme au Togo? Je pense que au moment où on créait la Commission, nationale des droits de l'homme, j'avais beaucoup plus d'acquaintance avec M. Aoumé Zounou, Maître Diovi Gali et Jean Degli, Maître Degli. Oui. J'avais plus de contacts, même si ce n'était pas des contacts permanents, mais c'était des gens avec qui j'avais quelques petites relations. Mais je pense que la Commission nationale des droits de l'homme a été créée. La légende a raconté que c'est parce qu'on avait pensé que Feu Yadema, créant la Commission nationale des droits de l'homme, allait avoir le prix Nobel de la paix. La légende a circulé, que cela lui ouvrait la voie d'être sur la liste des prétendants, des Nobelisés. C'est ce que la légende a raconté. Mais tout compte fait, quoi qu'on dise, le chef de l'État, l'ancien chef de l'État a été à la base également d'un certain nombre de choses. La création du barreau, tel que nous l'avons aujourd'hui, a été également son œuvre, puisque Agboibo l'a convaincu à créer un barreau indépendant où l'avocat n'est plus nommé par les membres du gouvernement, mais l'avocat est nommé sur un cursus indépendant. Assez libéral. Et donc il était à Feu Yadema a accepté également cela. Donc c'était cette proposition. Oui, c'était Agboibo qui avait pris ces initiatives et qui a réussi à convaincre le Feu Yadema à accepter ces genres de... Et ça, on lui doit ça. Et je crois que il y a 3 ans ou 4 ans, on lui a décerné le prix pour le post-mortem du père du barreau togolais. Et il faut le reconnaître parce que dans ce pays aussi, nous sommes dans une posture d'anthropomorphisme parce que vous avez mal fait ou vous faites mal, ce que vous avez fait de bien, on l'oublie. Et d'ailleurs, c'est ce qui a couvert la vie d'Agboibo. À un moment donné, on l'a couvert d'opprobre. Aujourd'hui, vous voyez tout ce qui arrive à Jean-Pierre Fabre, ce qui arrive à certains opposants. Donc, le peuple oublie souvent ce qui a été fait pour lui. Et ça, c'est dans l'ordre naturel des choses. Tous les peuples sont parfois comme ça, parce que quand ils attendent un résultat, ils ne l'ont pas. Ils pensent que c'est vous qui n'avez pas fait le travail approprié. Et donc, Feu Yadema avait participé à la mise en place du barreau, aussi surtout de la Commission nationale des droits de l'homme qu'il avait accepté. Malheureusement, c'était pas évident à cette époque. C'était pas évident. Malheureusement, Agboibo ne l'a pas convaincu d'adhérer au statut de la CPI. C'est ça, le statut de Rome. Parce qu'on lui a fait croire qu'en adhérant au statut de Rome, on l'amènerait à la CPI. C'était des histoires. Pour aller à la CPI, il y a un certain nombre de conditions à remplir. Et donc, je crois que c'est ça qui a fait le déclic. C'est ça. Et il était naturellement le tout premier président de cette commission. Oui, il a mis la commission en place. Et il était le tout premier président. Président Osuma était le vice-président. Et je crois que Mme Nana Awa était la secrétaire générale. Et M. Aoumé Zounou était le secrétaire administratif. Moi, je fréquentais la commission en allant voir M. Aoumé, en apportant ma petite connaissance en matière de droits de l'homme et tout ça, puisque c'était une matière que j'affectionnais. Et c'est comme ça qu'on Il y avait des résultats probants, n'est-ce pas, de cette commission? Oui, la Commission nationale des droits de l'homme avait fait un certain nombre de choses. D'abord, on a libéré la parole. Les conférences publiques que la Commission nationale des droits de l'homme était une tribune où les gens venaient s'exprimer. Et je vous ai cité un certain nombre de professeurs, les principaux orateurs. Dans le temps, on faisait venir Adama Dieng du Sénégal. On faisait venir Robert Dossou. On faisait venir Robert Dossou du Bénin. Et nous assistons à ces débats-là. Je prenais souvent la parole. Je crois qu'un pasteur, la dernière fois même, m'en a rendu hommage quand j'étais dans une église.
pour assister à un culte. Et donc, je prenais souvent la parole. Et je crois que c'était le premier déclic, la liberté d'expression. Ensuite, il y a eu la liberté de circulation. Les gens pouvaient aller où ils voulaient, ils partaient, on s'entremêlait. Il y avait un débat sur l'ethnicisme ou le tribalisme. Ça a mené à créer des partis, des associations de lutte contre le tribalisme. Donc ça a également libéré, facilité la liberté d'association et la liberté de réunion. C'était des droits qui étaient rares dans notre pays. La liberté religieuse aussi. La religion, il y avait certaines confessions de domination religieuse qui étaient interdites à l'époque. C'est ça. Donc il y avait aussi la liberté religieuse qui s'est ouverte. Et puis la liberté d'initiative, la liberté de commerce avec la fameuse libéralisation du Sodabi et tout ça. Donc c'était des conquêtes. Et je crois que depuis lors, nous avons conquis des espaces de liberté aujourd'hui que les Togolais peuvent vraiment apprécier. Et comme il me le disait, le bâtonnier Agboïbor, l'une de nos dernières rencontres, nous avons fait quelque chose pour les droits de la première génération. Maintenant, il faut faire quelque chose pour les droits de la deuxième génération, c'est-à-dire les droits, des droits socio-économiques. Il faut faire quelque chose pour ça. Donc, c'est quand même de très grandes avancées que nous avons connues. Et puis, la suite, il y a eu l'ouverture aux partis politiques, au multipartisme, la charte des partis politiques. Ça n'a pas été un combat facile, mais Agboïbor, Kofigo, Joey Gali, Degli et d'autres avocats ont porté également ce combat-là. Rencontre un nouveau numéro. Nous rendons hommage dans ce numéro spécial à Ahmed Yaovi Agboïbor, décédé à Paris en mai 2020 et inhumé la semaine dernière dans son fief de Couvé. Maître Thomenson, qui est du barreau de Lomé, était dans cette équipe qui a organisé ses funérailles et ses obsèques. Agboïbor, c'est plusieurs familles, famille biologique, famille politique, famille professionnelle. Et il a été le bâtonnier de l'ordre des avocats et là encore, je crois qu'il a continué son œuvre, n'est-ce pas? Et quelles impressions faites de son passage à la tête du barreau? Agboïbor a créé la CARPA, la caisse pécuniaire des avocats. Agboïbor a facilité la mise en place de l'ordonnance qui facilitait l'accès au barreau. Dans le temps, c'était par nomination. Aujourd'hui, de son temps, lorsque vous avez la maîtrise en droit dans le temps, vous pouvez accéder à un cabinet d'avocats, faire votre formation et devenir avocat en prêtant serment. Agboïbor a formé beaucoup d'avocats qui sont aujourd'hui sur le terrain, qui font beaucoup de choses. Agboïbor a ramené la CIB, la conférence des barreaux de tradition juridique francophone au Togo. Agboïbor également devait faciliter la mise en place de la cour, l'association africaine des barreaux de l'Afrique de l'Ouest. Tout un chapelet d'activités, de choses qu'il a créées. Agboïbor a permis d'obtenir une maison de l'avocat que Akerburu est venu étendre et que Lawson a équipé à la suite de Maître Kwekouvae, les deux étant des anciens stagiaires, des anciens collaborateurs d'Agboïbor. Donc Agboïbor a été le père du barreau moderne. Il fut le père du barreau moderne et il a facilité le jumelage avec le barreau de Colmar et d'autres relations avec d'autres barreaux. Non, je crois que Agboïbor a fait beaucoup de choses pour notre barreau. Et les autres bâtonniers ne font que mettre leur pied dans les pas d'Agboïbor. Puis il a fait son entrée dans l'arène politique dans les années 90, avec les mouvements à faveur du fameux vent de l'Est. Et ça a été apprécié, mais seulement lui reproche justement qu'il avait vite fait de récupérer cette lutte populaire à son profit en jouant sur son capital et qu'il a pu gagner à partir justement de défenseur des droits de l'homme qu'il fut. Oui, on peut le dire, je fus pas au premier rang comme Jean, Jean Degli, pas au premier rang comme certains étudiants, mais effectivement on peut le lui dire puisque moi j'étais mais j'étais plus
plus proche de lui, non pas comme un leader politique, mais comme militant des droits de l'homme. En fait, mes fréquentations d'Agboï Bor étaient sur des questions des droits de l'homme. Effectivement, la plupart des gens qui ont intégré le parti, le CAR, d'abord c'était le phare, un fonds pour le renouveau, qui est devenu le CAR. Et on disait, il n'y a pas de CAR sans phare. On disait ça, c'était notre slogan. Effectivement, il y a une bonne partie du personnel des étudiants ou d'autres syndicalistes qui militaient pour le renouveau démocratique qui sont retournés vers le CAR, qui sont rentrés dans le CAR. Et effectivement, ce capital a joué. Mais je me souviens que le siège de la Ligue togolaise des droits de l'homme était au cabinet de Kofigo, en face de la BTCI. Le siège de la BTCI. Et on se retrouvait souvent là-bas dans la station d'essence qui était à côté, où les leaders, comme on les appelait, construisaient les stratégies et tout. Mais Agboï Bor l'a récupéré. D'ailleurs, c'est ça qui a fait également foirer, les calculs politiques qui a fait également foirer les résultats de la conférence nationale. Puisque il aurait fallu avoir un leader politique pour diriger conduire la transition, le mouvement de la transition. Mais on l'a laissé entre les mains et vous connaissez ce qui s'est passé par la suite. Donc, s'il y a eu récupération, il fallait que le mouvement ait une tête, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ça pouvait en être autre personne que Maître Agboï Bor dans le contexte de l'époque? Il faut quand même rappeler que celui qui a fait le gros travail en sourdine, en coulisses. En coulisses, c'était le professeur Ninevi, avec la CDPA, avec la Convention des peuples africains, et qui avait fait un grand travail sur le campus, mais il n'était pas en avant. Il ne se mettait pas en avant. C'est ça. Ça, vous comprenez. Il n'était pas en avant. Il ne sortait pas la tête. Et il y avait que Agboï Bor, il y avait que Figo. Il y avait Bassirou Aeva ceux-là, ils sont revenus après. Ensuite, il y a eu Demkodjo qui est revenu de son exil et tout ça. Et grâce à Agboï Bor aussi, puisque c'est lui qui a obtenu cette amnistie, n'est-ce pas? C'est ça. Oui. Et maintenant, ce qui m'a permis à Gilles Olympio de revenir. La loi d'amnistie qui a été votée, c'était également grâce à Agboï Bor qui allait négocier cela, en disant nous ne pouvons pas organiser une conférence sans des Togolais qui sont dehors. Donc, ceux qui sont sous le coup de poursuites et tout ça, il faut effacer ces poursuites pour leur permettre de rentrer et de participer au dialogue qui pourrait être le prélude à une reconstruction de la nation. Et c'est comme ça qu'il a obtenu cette loi d'amnistie. Alors, il a obtenu pas mal de choses. Est-ce que vous pensez aussi à cette légende de la Voukraï? Vous y croyez qu'il avait une influence sur Feuilla Dema à l'époque? C'est Diovi Gali qui peut en témoigner parce qu'il était proche de lui. Il était assez rusé. D'après ce qu'on dit, il était assez rusé. Il obtenait toujours les choses, mais sans heurter. C'est ça. Il avait une capacité de négociation et d'obtention de résultats qui faisait croire qu'il avait un pouvoir magique, spirituel. On racontait qu'il disparaissait avec le siège et tout ça. Le bâtonnier l'a dit dans son discours d'hommage. Non, je ne pense pas que ce soit vrai. Mais il avait une capacité de persuasion. D'abord, il parlait très bien. Il savait trouver les mots pour pouvoir exprimer les choses. Et comme il avait une présence internationale qui lui permettait de dire voilà... Oui, il était proche de Saint-Égidio aussi. Bien sûr, il était proche du pape. Oui. Il était très proche du pape, donc il avait assez de relations dans les milieux professionnels. Il connaissait beaucoup de bâtonniers. Il connaissait beaucoup même des politiques français qui étaient dans notre corporation. Et tout cela, ça jouait. Et à son profit, et il pouvait obtenir un certain nombre de choses. Il ne faut pas oublier aussi qu'il avait un allié qu'on ne pouvait pas imaginer. Il y avait le président Souma, qui était un ami de longue date, ils sont restés amis, qui lui aussi était proche de Feuilla Dema et qui était son complice sur l'obtention de certains résultats. En fait, ce que Agboï Bor a obtenu, c'était des choses qui devaient venir.
et que le chef de l'État d'alors devait concéder pour pouvoir donner une autre image à son pouvoir, à son régime. Et cela, c'était facile à l'obtenir. D'ailleurs, l'ouverture en disant que les députés devaient voler leur propre zèle, c'était également un mot bien trouvé pour pouvoir permettre à ceux qui sont en marge du parti, qui étaient dans le parti mais sans vouloir se déclarer vraiment militants du parti, parce que dans le temps, nous étions tous membres de... Tout le monde était membre du parti, mais certains ne voulaient pas prendre des postes de responsabilité ou rentrer dans le comité central ou dans le bureau politique. Mais en faisant ça, il a permis à ceux qui étaient dans la périphérie du pouvoir de pouvoir l'intégrer et d'apporter un certain nombre de changements. Parce qu'il était arrivé un moment où il fallait avoir de nouvelles idées, de nouvelles propositions pour relancer la machine parce qu'elle s'enrayait du fait de l'usure qu'il y avait dans le temps. Donc il fallait apporter de souffle nouveau, d'esprit nouveau, d'initiatives nouvelles, des propositions nouvelles au système pour pouvoir lui redonner une certaine image. Et en retour, Agbouiba il a été élu député. Oui, mais avant cela, il était, disons, complaisant, en tout cas, modéré, parce que c'est ça aussi, on le qualifiait d'opposant modéré. Oui. À l'époque, dans l'opinion, il fallait rompre radicalement avec le système du feuillage de C'était une erreur. Le système comme le nôtre, on ne le combat pas en obtenant des choses en étant radical. Vous ne pouvez pas aller demander à quelqu'un qui détient une arme de vous donner cette arme-là si vous dites que dès que je prends l'arme, je vais vous tuer. Il ne vous donnera jamais l'arme. C'est ça. Donc quand on est radical, on dit voilà, celui-là, il faut l'abattre. Mais je ne vous donnerai jamais une arme que je détiens pour me tuer quand je sais que vous me tuerez. Mais quand vous me dites non, mais cette arme-là, on la dépose ensemble. Et on parle. On parle, on discute. Vous n'aurez pas l'arme, moi aussi je ne prendrai pas l'arme. On utilisera d'autres moyens pour tout ça. Ça passe mieux. Et vous le rassurez. Vous dites voilà, je te rassure qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières, il n'y aura pas de... Je crois que cette démarche-là, si on l'avait expérimentée, comme je disais à des jeunes la dernière fois, si Agbouiba et Kodjo s'étaient entendus pour former l'étape de 94. Un tandem sérieux et honnête, il y aurait eu d'autres avancées comme celles que nous avons connues. C'est ça. Parce que Agbouiba était l'ami, le rusé, et Kodjo était l'homme stylé que Yadema écoutait, mais dont il se méfiait, parce que il doit forcément se méfier de... Et justement, on n'avait pas pardonné cette étape que vous évoquez. Quand Agbouiba avait eu 36 députés sur les 81, et donc Kodjo en avait 6 ou 7, et certains ont pensé qu'Agbouiba aurait pu accepter de prendre le perchoir. Kodjo, comme le dit plus stylisé, je ne sais pas, aurait pu prendre la primature, et les deux vont s'entendre et on va faire des avancées, comme vous le dites. Personnellement, moi, je n'ai pas compris. Oui. J'ai l'impression qu'il y a eu une malédiction. Parce qu'en ce moment-là, Feu Yadema ne nommerait jamais Agbouiba Premier ministre. Pourquoi? Il ne l'aurait jamais nommé Premier ministre. Parce qu'il s'est aperçu après que Agbouiba obtenait beaucoup plus de choses par la ruse et ensuite se retournait contre lui pour aller faire un certain nombre de choses. Kodjo était ferme, mais il prônait le grand pardon. Il était plus flexible à son avis et la communauté internationale l'acceptait mieux que Agbouiba, dont on se méfiait parce que on ne savait pas ce que le vieux Caïman ferait lorsqu'il prendrait le pouvoir et tout ça. Donc, l'analyse qu'on pouvait faire de cette situation, c'est qu'Agbouiba aurait dû accepter le perchoir. Et comme ils avaient la majorité, ils pouvaient contrôler l'action du gouvernement assez facilement. Ils avaient une grande majorité au niveau. Les deux ensemble formaient une majorité, pouvaient contrôler le pouvoir et même mettre en difficulté Edem Kodjo s'il se comportait autrement que la coalition le voulait. Puisqu'ils avaient tous les deux cette possibilité de le faire. Et il ne faut pas perdre de vue qu'au sein du Parlement aussi, il y avait des députés qui étaient ouverts au changement. Il y avait des gens qui étaient ouverts au changement, qui avaient estimé que le pouvoir il y avait une usure du pouvoir et qu'il fallait un peu changer les choses. Il y avait des gens au sein du pouvoir qui étaient... Il y avait certes les radicaux,
ceux qui ne voulaient pas du tout, mais il y avait aussi des gens qui étaient prêts à l'ouverture. Et je crois que les deux auraient pu conduire cette ouverture-là. Mais malheureusement, ils se sont combattus tout le long de leur vie et ils sont pratiquement morts la même année. Et rien du sort. C'est ça. Voilà. Donc leur lutte, hein, ça a perduré et ça agit justement sur la marche. C'est ce que je dis. Si ces deux-là, je me souviens que j'avais fait campagne avec Jovi Gali, qui voulait être député à motiver tout ça. J'étais avec lui, puisque j'étais aussi à son ministère. S'ils avaient réussi à se mettre ensemble, je crois que Jovi Gali avait voulu jouer ce rôle-là pour les convaincre à accepter le partage de l'autre au perchoir, le premier au perchoir et l'autre à la primature. Ça aurait été une bonne chose. Et en même temps, la Constitution, dans le temps, permettait au Parlement de tenir un certain nombre de pouvoirs, ce que le Premier ministre n'avait pas du tout dans le temps. Le Premier ministre avait un certain pouvoir, un certain nombre d'attributions, mais qui était équilibré par celle du président et le Parlement qui pouvait contrôler l'action du gouvernement aussi facilement. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. S'ils s'étaient entendus... Mais est-ce que Feu Yadema avait l'obligation de nommer dans la majorité quand même? Oui, la Constitution disait que le chef de l'État est obligé de nommer dans la majorité parlementaire. Et Feu Yadema avait considéré que les deux constituaient l'opposition, puisqu'il se targuait d'être opposant, tous les deux. Donc, il était obligé de nommer mais il n'avait pas à se faire imposer le Premier ministre. C'est ça. Il pouvait demander à l'opposition de lui proposer des personnes parmi lesquelles il pouvait nommer. Oui, mais puisque les deux ne formaient pas encore la coalition, ne s'entendaient pas pour être sur la majorité au Parlement. Oui, mais ils avaient fait campagne ensemble sous l'étiquette de l'opposition. Chacun y était allé, mais ils avaient fait campagne sous l'étiquette de l'opposition pour pouvoir glaner des voix et rentrer au Parlement pour réussir à contrer le pouvoir de Feu Yadema qui les a récupérés après les événements douloureux du 3 décembre 1991. C'est ça. Et donc, en ce moment-là, en 1994, ils auraient pu réussir à prendre à dominer le Parlement et à contrôler l'action du gouvernement. Je rappelle qu'en ce temps-là, l'UFC original n'avait pas pris part à ce scrutin législatif. Ils avaient boycotté. C'était aussi un faux pas dans la marche. À un moment donné, nous étions dans une posture de la chaise vide qui a également desservi la cause de la démocratie. Mais ils avaient raison parce qu'ils sursuraient que les jeux étaient faits d'avance et donc ils ne pouvaient pas gagner. Et malheureusement, les faits l'ont démontré que c'était possible. C'est ça. Puisque Agboiboy et Kodjo réunis avaient la majorité pour pouvoir diriger le pays. Et au temps où Agboiboy était Premier ministre, il y avait également une majorité qui s'est dégagée au niveau du Parlement qui permettait aux opposants, aux partis politiques de l'opposition de pouvoir gérer. Donc c'est dans cet esprit-là qu'Agboiboy a été nommé Premier ministre. Ce qu'il avait refusé auparavant. À septembre 2006, c'était des erreurs de parcours du politicien qu'il faut quand même aussi relever. Il était intraitable avec ses pairs de l'opposition. Il y a des choses qu'il m'a dites sur Olympio et tout ça. Mais autant il était très ouvert avec Feu Yadema pour pouvoir lui obtenir un certain nombre de choses. C'est ça. Et vous savez que la question du leadership de l'opposition s'est posée à tout temps. Sur le long du parcours. Et à Boyboy, il y a pour quelque chose. C'est ça. Même si à un moment donné, ils ont cédé la présidence entre-temps à Ninevi et ensuite à Edem Kodjo. Mais il y avait derrière tout ça là... Des calculs. Des calculs rancœurs aussi, oui. Bon, des rancœurs, oui, peut-être, oui. Alors finalement, Agboiboy a eu la primature en septembre 2006, après l'APG, n'est-ce pas? Oui. Mais il n'a pas réussi à apporter grand-chose. Non, mais il a quand même réussi à organiser des élections qui se sont relativement bien déroulées. Et d'ailleurs, à part ça, il n'a pas, comme vous le dites, il n'a pas
obtenu ce qu'il voulait. Mais dans la configuration qu'avait notre pays, c'était difficile d'être Premier ministre dans cette situation, d'obtenir un certain nombre de choses, puisque tout venait de... Et l'USC n'avait pas fait son entrée dans son gouvernement de l'époque, il s'est resté à l'écart. Oui, il était resté aussi à l'écart. Ça a compliqué, n'est-ce pas? Bon, aujourd'hui, ils sont dans le gouvernement. Ça fait partie des contradictions, des échecs, des gâchis de ce parcours dont j'ai été témoin, pas acteur totalement, mais dont j'ai été témoin au même titre que Jean Degli et Diovi Gali, eux qui ont été ministres. Et ça fait partie de... Quand on fait le bilan de tout ça, on se dit que c'était un gâchis, qu'on pouvait obtenir mieux. Mieux. Aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il n'y a plus de contre-pouvoir dans notre pays. C'est ça. Il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus... La société civile ne réagit plus, les journalistes sont en prison. Oui. Et voilà, donc il n'y a plus de contre-pouvoir en tant que tel. Et dans un système comme ça, comme c'était le système qu'il y avait au Mexique dans le temps où il y avait un parti dominant, dans un système de partis, de multipartisme. Donc le parti dominant pouvait tout se permettre. Et ça, ce n'est pas bon pour la démocratie. Ce n'est pas bon pour les citoyens qui souvent se taisent, mais qui rentrent dans une sorte de fatalité. Et malheureusement, tout ce beau monde à qui nous avons confié nos sorts, nos destins, sont en train de disparaître sans avoir obtenu ce que ils ont lutté. La mission, résolu les problèmes qu'on leur avait confiés. Bon, maintenant, aujourd'hui, on est mieux coté sur le plan international. Il y a des choses qui se font, mais il faut sauver la démocratie. C'est ça. Il faut intégrer les droits de l'homme dans leur ensemble, dans la gouvernance de nos pays. Il ne suffit pas de permettre à moi de venir parler sur RTDS. Il faut nous permettre, il faut que la richesse nationale se partage. On ne peut pas avoir des gens qui mangent une fois tous les 3 jours à côté des gens qui mangent jusqu'à jeter leur nourriture dans un petit pays, dans un pays comme le nôtre. Donc il faut maintenant se battre pour une certaine égalité de chances. Justice sociale. Pour une certaine justice sociale. Vaincre les inégalités sociales. Faire en sorte que celui qui travaille, son salaire lui permette de bien vivre. Parce que si je gagne bien, ma vie, si je gagne bien, les choses, je dois partager avec ceux avec qui je travaille. Donc, c'est ce débat-là. Je crois que Agbouibor me l'a dit au cours on était à une réunion, il me l'a dit. Ato, il faut maintenant qu'on se batte pour les droits socio-politiques, socio-économiques et culturels, parce que notre pays a besoin de ça. On ne peut pas passer selon son expérience carcérale. Agbouibor il a fait l'expérience de la prison. À cause de son frère. Oui, du même milieu, n'est-ce pas? Du même milieu, Alboume Kodjo à l'époque. Qui a déposé plainte contre lui pour des choses. Et je me souviens que nous étions une trentaine d'avocats à nous constituer pour lui. Et les 2 fois où je suis allé le voir en prison, il avait foi, mais il était vraiment dessus et assez étonné que lui puisse se retrouver dans cette situation. Mais en même temps, il se disait que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde de se retrouver dans cette situation. Ce dossier a été un des mélodrames judiciaires que j'ai connu dans ma carrière, où quelqu'un est mis en prison, on saisit la juridiction d'appel et que les juges de la chambre d'accusation arrivaient que 2 se désolidarisent de la décision qui doit être rendue et tout ça. C'était un mélodrame qui n'était pas digne de notre pays. Mais bon, ce sont des choses que l'histoire, notre parcours nous apprend et nous permet de vivre, même si c'est déplorable.
Mais ça fait partie de l'histoire de notre pays que nous raconterons à nos enfants en leur disant... ça s'est passé aussi. Ça s'est passé aussi. Donc, mais ça ne devait pas se passer. Ça ne devait pas se passer, mais ça s'est passé et ce n'est pas nouveau. Et donc, quand ton fils revient et que tu es confronté à cette situation, mais en gros, ça voudrait dire que tout le monde peut y passer. Il suffit de faire extrêmement attention et de faire en sorte que ce pourquoi tu es poursuivi n'est pas juste. Et bon, heureusement qu'il a pu sortir, mais c'était une expérience qu'il a mal vécue, une preuve dure, surtout pour quelqu'un de son rang, de tout l'aura qu'il a eu, de l'exemple qu'il a été pour nous. Et je crois que c'était assez difficile pour ce citoyen, mais le barreau s'était mobilisé pour le défendre. Nous sommes allés jusqu'au bout de notre engagement. Je me souviens encore je ne voulais même pas parler d'excitation de Maître Pévon, qui était d'une grande fureur, et de Maître Lawson Bankou, je me souviens encore de ces derniers mots dans ses plaidoiries en interpellant le tribunal en disant « Monsieur le Président, chez nous, en Écho, quand un garçon s'agite, se comporte mal, on l'appelle, on cherche à savoir c'est l'enfant de qui est son père. Et quand on lui dit c'est l'enfant de l'athée, on dit Enyadjoa. Donc, pour qu'on ne dise pas de votre fils demain Enyadjoa, faites votre travail, libérez le bâtonnier à Bouybo. Vous avez gardé ça? J'ai gardé ça. C'était assez émouvant de voir cet homme traîner par une cohorte de gendarmes devant le tribunal et tout ça. C'était des moments difficiles pour nous tous, mais bon. Ça fait partie de la légende, ça a construit sa légende. Sa légende aussi. Oui. Et malheureusement, il n'a pas fait comme Ouad qui est sorti de prison pour devenir président de la République. On avait pensé aussi cela, parce qu'il y avait une similitude entre les deux, les mêmes combats pour les droits de l'homme, les mêmes engagements. Malheureusement, lui, comme le bâtonnier le disait la dernière fois, c'est un Sisyphe qui a passé son temps à rouler la pierre sur la montagne, n'a jamais réussi à la poser sur la pierre, sur la montagne, et est toujours revenu la chercher. Comme il est revenu chercher chaque fois le pouvoir, il ne l'a jamais eu. Très bien. Alors, on va parler de cette crise interne au CAR. Okay. Je n'ai pas du CAR, ce que je sache, mais... Non, moi, je n'ai pas d'engagement politique en tant que tel. C'est ça. Parce que je me méfie de tout ce qui est politique, de toutes les querelles qu'il y a dans les partis politiques, des querelles de personnes, des invectives, des insinuations. Parfois inutile. On vous porte un chapeau que vous ne méritez pas. On vous dit, on vous impute des choses que vous n'avez pas faites et tout ça. Donc, j'ai un recul vis-à-vis des partis politiques de notre pays, tout simplement parce que l'atmosphère n'y est pas saine. Et là où il y a ce désordre intellectuel, ça crée la médiocrité. Or, pour construire un programme politique, pour avoir une certaine vision pour notre pays, parce que lorsqu'on s'engage en politique, c'est d'avoir une vision, non pas d'aller figurer dans un parti politique, obtenir des prébendes, obtenir des passe-droits et tout ça, non. Mais, et ça me permet d'avoir des relations avec tout le monde et de vivre ma petite vie. Donc je ne suis pas du CAR, j'ai été proche de Agboïbo sans avoir été au CAR. Et c'était un choix personnel. Voilà. Et au CAR, justement, il y avait eu une crise et avec tout ce qu'on sait, ces principaux lieutenants ont quitté pour aller créer leur propre formation politique. Heureusement, on a vu Maître Pévon au témoignage, à l'hommage, il a pris une part active. Et puis après, Maître Agboïbo, le même temps s'était retiré, il est revenu encore. Est-ce que... Je crois que c'est quelqu'un qui a été nostalgique, qui n'a pas à un moment donné, ça lui a manqué. Toute cette fièvre-là de diriger le comité central ou du bureau politique du parti, je ne sais pas comment l'organigramme était constitué. Ça lui a manqué ce contact avec le public, la base et tout ça. Et puis, vous savez, quand on a pris goût à se faire appeler président,
il est difficile de son vivant de se faire appeler ancien président. Mais il était président d'honneur. Oui, mais président d'honneur, ce n'est pas suffire. la même chose. Monsieur Wilson, quand tu es président, tu es président. Moralement, on a l'impression d'avoir un pouvoir. Et puis, je crois qu'il a senti un moment que le parti lui échappait. Oui. Parce qu'Apevon était plus jeune, plus entrepreneur, avec plus certainement des initiatives. Et comme certains sont restés attachés à la personne à la figure tutélaire du bélier noir, c'était compliqué. Et d'ailleurs, c'est l'essence de nos partis. Alors qu'en Europe, les partis, on change les dirigeants des partis tous les 4 ans, on fait des élections. Nos partis demeurent autour de celui qui les a créés, et tout simplement parce que c'est lui qui les finance. Oui. Et surtout, nos partis politiques n'ont pas ce réflexe de cotisation des membres et tout ça. Les députés qui sont à l'Assemblée nationale qui devront verser une partie de leur indemnité à la formation politique pour pouvoir se développer, tout ça. Je crois qu'il y a tous ces éléments-là et la figure titulaire du fondateur reste attachée. Vous voyez, depuis que Kodjo s'est retiré de l'UTD, qui est devenu la CPP, ce parti a perdu sa superbe. Elle n'a plus la même image qu'on avait. Quand vous voyez l'UFC, oui, c'est l'UFC de Gilles Olympio. Même histoire aussi. La même implosion. Oui. Voilà, on vit une implosion. Donc vous comprenez très bien que Agbouiba, à un moment donné, a senti que tout ce qu'il a construit pendant des années était en train de partir alors qu'il voit ça. Et je crois qu'il a mal pris. Ça a créé beaucoup de frictions entre lui et Apevon. C'est la faiblesse de l'homme aussi. Hein. Tout à fait. Beaucoup de lieutenants sont partis, comme vous le dites. Et on est allé créer un autre parti. Bon, maintenant... Et quand on sait que le parti d'Agbouiba recrutait plus dans le milieu Ouati et remontait un peu vers le centre, le nord, après, c'est vraiment difficile de resserrer les rangs autour de la même personne qui est revenue après des années de recul, qui est revenue, et donc ça a desservi plutôt le parti. Et puis c'est un parti assez hiérarchisé. Quand on n'a pas créé des situations de déléguer un certain nombre de pouvoirs, de décisions, et que tu dois venir d'en haut du père fondateur, c'est assez compliqué, mais je crois que ce passage-là aussi fait partie de ce que nous appelons les faiblesses humaines. Et les faiblesses humaines parfois prennent le dessus pour des considérations personnelles, d'ego. Et voilà, donc ça, les faiblesses humaines ont pris le dessus. Tu t'es retiré, il faut se retirer. À partir du moment où la personne à qui tu as passé la main était un de tes lieutenants et n'a pas commis d'erreur majeure, ça n'empêche pas que, même étant président d'honneur, il puisse se positionner comme candidat au présidentiel. Il suffit de demander au parti de lui donner son investiture. Je n'ai pas compris, et pour la petite histoire, moi je n'étais plus très proche de lui. Après, pour des raisons, on n'est pas fâché, hein, on ne s'est jamais fâché, on se voyait, mais bon, je ne le fréquentais plus, je n'allais plus le voir comme je le faisais dans l'habitude, parce que j'ai pris la décision de me mettre un peu à l'écart de tout ce qui est politique, de tout ce qui tout ça, parce qu'il y a eu trop de déceptions dans ce genre de choses. Et donc, je n'ai pas compris. Par contre, je suis proche de Apevon, professionnellement, mais lui et moi, on n'a jamais parlé de l'histoire de parti politique. J'aurais pu vous demander pourquoi ça est arrivé comme ça, mais je n'ai pas... Vous n'avez jamais posé la question? On en a parlé un peu, mais bon, pas plus, parce que pas en détail. Mais pas en détail, parce que bon, ils ont leur raison. C'est ça. Et après, hein, que devient le cas? Bon, en tant qu'observateur, hein, c'est pas. Est-ce que le parti va mourir avec lui ou... Je vais demander à Jean Kissi. Mais je ne. Bon, la dernière fois, on les a invités à notre. Vous étiez hommage, au reportage à notre hommage. Il y avait les militants du CAR, mais ce n'étaient pas les visages que je connaissais du CAR, puisque nous étions au début de la création du CAR, la transformation du phare au CAR. Ce n'étaient pas les mêmes personnes qu'on connaissait
qui étaient au devant de la scène. Comme vous l'avez dit, beaucoup de cadres sont partis pour rejoindre la formation de Maître Apévon. Donc, ceux que j'ai vus, comme les représentants du cadre, je ne les connaissais pas. Mais le parti doit se renouveler, le personnel doit se renouveler. Jacques Issy était à l'hommage, non? Oui, Jacques Issy, maison de l'avocat. c'est lui qui était à la manœuvre. C'est lui qui nous a ramené les dépouilles, qu'il a reprises pour la conduire à la morgue et tout ça. Et non, il était à la manœuvre, il s'était vraiment impliqué. Des renseignements qu'on avait, c'est lui qui nous les donnait. Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est Pascal Agboibo qui prend la main, le fils, le premier fils qui prend la main. Ben, on espère qu'il va lui redonner une autre vie. Il prend la main du parti? Peut-être aussi. Mais pour quel résultat? Qu'est-ce que ça va donner? Parce que comme je l'ai dit, la vie politique s'est étiolée. On n'a plus d'activité politique. Le Covid a été le prétexte final qui a permis d'enterrer toutes les initiatives politiques qu'on pouvait avoir. Mais on espère qu'après le Covid, ils vont renaître de leur cendre. Mais pour le moment, je ne vois pas le CAR sans Agboibo reprendre toute l'aura, toute la ferveur qu'il avait il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mais on espère qu'ils vont reprendre la main. C'est ça. Alors, finalement, voilà notre illustre personnage à qui nous rendons hommage. Que dire de son parcours terrestre? C'est pas... Non, c'était un homme qui était qui avait un certain nombre de contradictions. C'était un grand chrétien, un bon chrétien, mais en même temps aussi attaché à la tradition. C'est ce que je voulais dire. Oui. Qui était attaché à la tradition, un chrétien polygame. Bon Africain. Un bon Africain. C'était des contradictions qui pouvaient faire douter de la qualité de la personne. Mais si on considère que ces choses, on a tout faux. Parce que c'était un homme qui avait quand même chevillé au corps un certain nombre de principes sur lesquels il ne badinait pas, il ne lésinait pas, même si il faisait des concessions pour pouvoir avancer. Mais le noyau de ces principes, de ces droits, il les gardait. L'avocat, c'était un avocat très brillant. Je me souviens qu'il m'avait laissé entendre que toutes les réformes d'harmonisation du droit des affaires ne lui paraissaient pas adéquates et conformes aux populations déshéritées qui ne pouvaient pas comprendre un certain nombre de choses et tout ça. Mais il s'y est adapté et s'est mis à y travailler. Et donc, ça fait partie de l'homme qui était attaché au terroir, aux valeurs. Il était fondamentalement un citoyen, un militant, voilà, et quelqu'un qui était très attaché au terroir, à notre pays, aux valeurs que nous partageons. Mais en même temps, il était ouvert au monde catholique. Il a même siégé dans le comité épiscopal de Rome, qui allait à l'église pratiquement tous les dimanches, et qui aimait son sourabi en même temps que son whisky et tout ça. Il y avait en lui cet homme de principe, mais c'est transgressif aussi, parce que pour lui, la vie ne s'arrête pas seulement à des choses de la vie, aux choses qu'on accepte, mais il faut se reconstruire, il faut se donner une autre image et faire en sorte que l'on parle de soi. Donc, Agboibo était quand même un homme entier, et l'hommage qu'on lui a rendu pendant 3-4 jours, il le méritait. C'est ça. Il le méritait. Avec une grande mobilisation, et vous étiez tous mobilisés. On a mobilisé tout le monde. Politique, barreau. Parce que Agboibo, c'était un autre bâtonnier. Il y a eu des bâtonniers, mais Agboibo, c'est autre chose. Il semble que c'est le premier bâtonnier décédé, enfin, qui est mort. Non, il y a eu D'Almeida. Ah, d'accord. Il y a eu Bruce.
Non, pas de Bruce, oui, Bruce qui est décédé également. Oui, mais c'est le troisième qui décède. Bon, il ne faut pas parler de Kwasigan et tout ça, qui n'était pas bâtonnier au moment où il décédait. Mais il y a eu 2 bâtonniers qui sont décédés avant lui. Mais c'était quand même un bâtonnier de grande envergure. Et ça, il ne faut pas... Même si on est jaloux de lui, on peut tout dire de lui, de tout le mal qu'on peut penser de lui. Et ça, je le dis, Jean Degly me disait la dernière fois que ce monsieur a quand même fait des choses. Mais comme les Togolais, ils noircissent les gens, ils parlent mal des gens, ils médisent des gens. On prend juste ce qu'il a fait de mal, on l'habille avec ça et on oublie tout ce qu'il a fait de mal. Et de toute façon, on l'a dit dans la besace. Nous, les hommes, nous préférons mettre en avant les défauts des autres et cacher nos propres défauts. Et ça aussi, ce n'est pas bon. Il faut équilibrer les bonnes choses comme les mauvaises choses, parce que la vie a une certaine dualité où on a une part d'ombre et une part de lumière. Et il faut à tout prix faire en sorte que la part de lumière puisse dépasser la part d'ombre, et ça va éclairer le monde. Maître Sylvia Thomesan, merci. Je vous en prie. Merci pour ce témoignage. Hein. Après tout ce que vous avez fait à la maison de l'avocat à Couvé, vous êtes encore sur ce plateau pour témoigner de Maître Agboibo. C'est un plaisir. Et je vous le rende au centuple, comme on dit. Merci. Et je souhaite que beaucoup d'avocats aient ce témoignage-là, cet hommage-là. Et d'ailleurs, nous allons rendre hommage également à 3 autres avocats qui sont décédés. Ah, d'accord. Je n'ai pas eu la présence d'esprit d'avoir une pensée pour eux au début de cette émission, mais c'est l'occasion de le dire. Maître Koufigo Amétipé, Maître Atisso et Maître Aye, qui sont partis avant Maître Agboibo, entrant donc dans l'infinie bonté de Dieu, que Dieu les reçoive en son royaume. Et qu'il prépare la place pour nous qui arrivons. C'est ça. Merci, Maître Ato. Merci à vous, mes téléspectateurs. C'est la fin de ce numéro consacré à l'hommage à Maître Agboibo, ancien bâtonnier, ancien Premier ministre, président du CAR, qui est décédé à Paris en mai 2020 et qui a été conduit la semaine dernière en sa dernière demeure dans son fief de Couvé. Merci à vous. À samedi pour d'autres réflexions. À très bientôt.